Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, tu dis souvent que Trump, il multiplie les décrets pour tester le système jusqu'où il peut aller. C'est un peu la même chose avec Poutine là, qui est en train de faire. Il est en train de tester les limites. Qu'est-ce qu'il peut faire avant que l'OTAN réagisse? Voilà. On teste un peu la solidité des alliances. On teste aussi les liens entre l'OTAN et les États-Unis. C'est un pays membre, mais M. Trump a été très critique de l'OTAN. Ce n'est pas un secret pour personne. On a rapporté que de passage au Royaume-Uni, il aurait même dit dans une conversation, je préfère encore imposer des tarifs à l'Europe que d'imposer des sanctions à la Russie. Donc, Vladimir Poutine, et je ne sais pas combien de fois on l'a dit, au-delà de prise de position, d'intérêt stratégique, Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov, qui est responsable des relations étrangères, ils sont particulièrement rusés, ils ont énormément d'expérience, ce sont des stratèges aguerris. Et encore une fois, donc, en envoyant des jets survoler l'espace aérien de l'Estonie, c'est littéralement un pied de nez qu'on fait donc à l'OTAN quand on fait ça, ils testent les limites. Allez-vous bouger? Si oui, quand allez-vous bouger? Qu'allez-vous faire? Et que va faire Donald Trump? Et on a dit ça, rappelle-toi le fameux sommet de l'Alaska, on avait parlé beaucoup en disant, enfin, les deux hommes sont ensemble, ils sont nez à nez, en tête à tête, puis depuis ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, même on donne l'impression que Donald Trump recule face à Vladimir Poutine, même s'il le dit devant les Européens, ou en tout cas au Royaume-Uni, Vladimir Poutine m'a déçu. Mais ce ne sont que des mots encore. Il n'y a pas l'air d'y avoir, on ne semble pas dégager. Luc, mettons si c'était une attaque, s'il bombardait effectivement un pays membre de l'OTAN, là, tu dis, là, il faut réagir, mais là, c'est rien qu'un vol au-dessus du territoire. Tu ne déclares pas une guerre pour ça. Là, non. Et je ne parlais pas de guerre. Ce que Vladimir Poutine vérifie avec ça, c'est la solidité des alliances puis la réaction. Que vont dire les pays membres de l'OTAN? Que vont dire les principaux membres? Est-ce qu'on va servir des avertissements? Est-ce qu'on va, par exemple, ça peut être un indicateur, ça, en politique étrangère ou encore dans le genre de situation auquel on est confronté, le moment qu'on traverse sur la scène internationale, si on réagit, sur quel ton va-t-on le faire? Est-ce qu'on veut aller vers une escalade? Est-ce qu'on y va de simples avertissements? Est-ce qu'on laisse faire tout simplement? Quand je dis laisser faire, ça englobe beaucoup de choses. Là. On a libéré l'espace aérien de l'Estonie. On n'a pas laissé passer ces jets-là. Mais donc, visiblement, là, c'est le troisième pays membre de l'OTAN avec lequel Vladimir Poutine ou la Russie se comportent de cette manière-là. Donc, on dirait que l'Occident, tout ce qu'ils font, c'est « Ah, Vladimir! » Tu sais, on dirait comme la mère de Caillou, là. « Vladimir! » là. C'est pas fort. Je l'avais jamais imaginé comme ça. Tu viens de me mettre plein d'idées en tête avec Je vais retourner lire la collection pour mon plus jeune. Donc, au-delà de ça, donc effectivement, c'est très sérieux, mais rappelle-toi aussi un des éléments que Donald Trump a exploité par rapport à l'OTAN quand il a dit, je résume, j'irai avec des sanctions le jour où vous allez arrêter les pays membres de l'OTAN, tous par exemple, d'encourager la Russie ou d'acheter du pétrole. Et il sait très bien, Donald Trump, que certains de ces pays-là, ça devient très, très, très difficile de faire autrement et qu'à l'intérieur de l'OTAN, il y a des divisions. C'est pas un bloc, là, on s'est donné des règles, c'est clair, il y a des chartes ou des engagements qu'on a entre partenaires, mais tous ces gens-là ne pensent pas la même chose. À partir du moment où vous avez un pays comme la Turquie qui est membre de l'OTAN, vous savez que vous allez avoir à négocier. Et rappelle-toi quand est venu le temps d'intégrer des nouveaux membres à l'OTAN, qui, entre guillemets, on a dû flatter, séduire, convaincre. Entre autres, il y avait la Turquie dans ce jeu-là. Donc, c'est là où je dis, quand on dit on teste des alliances, on veut voir comment on va réagir, quel genre de discussion on va tenir. C'est ce que fait, objectivement, très bien Vladimir Poutine. Quand il sait ce qu'il fait, puis il a toujours ce qu'on appelle le endgame, l'objectif en tête quand il fait ça.
Notre collègue du journal de Montréal, Alexandre Robitaille, qui est très inquiet par le réarmement là, de plusieurs pays. Là. Il dit ça sent pas bon. Est-ce que tu partages ces inquiétudes? Oui et non. Oui, dans le sens où je vois pas comment on peut faire autrement. Par exemple, je te disais, je rencontrais des gens hier en fin de journée, puis c'était un hasard, on était sur la base militaire à Valcartier. C'était pas avec des militaires, mais on nous était. Puis je trouvais ça à la fois sympathique et en même temps révélateur qu'on discute des nouvelles dépenses du Canada ou de l'accroissement des dépenses du Canada pour l'armée. Nous ne sommes pas habitués à ça au Canada, entre autres parce qu'on a les Américains comme voisins sur lesquels on a compté beaucoup, si on est honnête. Donc, est-ce que M. Carney ou Poilievre, si M. Poilievre ou les conservateurs l'avaient emporté, est-ce qu'on peut faire l'économie d'investir dans notre armée? Est-ce qu'on peut faire l'économie de ne pas protéger le Nord ou de laisser ça entre les mains d'un voisin avec lequel, disons-le, c'est plutôt compliqué, pour pas dire pire. Donc, oui, ça m'inquiète parce qu'il y a une hausse. C'est des dépenses militaires, ça veut dire des armes de plus, peut-être des soldats de plus, des effectifs de plus. C'est une forme de hausse. En même temps, est-ce qu'on est rendu à ce moment où il fallait tester la volonté ou la détermination de différents pays? Tout ça dans un contexte économique qui n'est pas toujours facile. Si on prend de l'argent, c'est évident. Si on prend de l'argent pour le donner aux militaires, c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. C'est de l'argent qu'on ne met peut-être pas en santé, dans certains services à la population. Donc, oui et non. Il y a une inquiétude parce que c'est jamais bon quand le ton monte puis qu'on sent le besoin d'investir là-dedans. En même temps, est-ce qu'on a le choix puis est-ce que c'est sain ou sécuritaire de le faire? Je pense que là, de ce côté-là, en tout cas, si on se limite à notre position, le Canada, je vois difficilement comment on pouvait aller ailleurs ou autrement. En terminant, il y a un réalisateur que toi et moi, on aime beaucoup, Ken Burns, Oui. grand réalisateur de séries documentaires. Il a fait une série extraordinaire sur le baseball, une autre sur le jazz, une sur la guerre civile américaine, une sur la Deuxième Guerre mondiale. Extraordinaire. Le jazz, c'était super bon. Et là, il a annoncé sa prochaine série qui va être diffusée dès novembre sur le réseau PBS sur la guerre d'indépendance américaine que les Américains ont menée contre l'Angleterre. Ça va être passionnant, ça. C'est passionnant, puis j'ai hâte de voir comment, avec une formation d'historien ou sous l'angle d'historien, on va jouer ça. Parce qu'il y a eu des films pour grand public, il y a eu des films sur grand écran sur l'indépendance américaine, et comme prof, j'ai pu aimer parce que c'est un film d'action, mais comme historien ou comme prof de formation, il n'y a pas eu de bons films, de grands films sur l'indépendance américaine. C'est un sujet qui est complexe, puis c'est très polarisant en passant. Hein. Aujourd'hui, là, en 2025, on se bat encore entre factions ou entre partis pour ce que voulaient dire les pères fondateurs à débattu et comment on l'a géré. Donc, j'ai hâte de voir comment Ken Burns va faire, mais Ken Burns et Tom Hanks, ensemble, ont accompagné leur conférence de presse et ils étaient accompagnés d'une des historiennes qui a été consultée, là, qu'on va entendre dans la série. Et quelque part, là, ils disent, au moins, ça va compenser pour les mensonges qu'on entend présentement. Parce que, faut le rappeler, hein, moi, je suis toujours en colère parce qu'on s'est attaqué au Smithsonian, puis parce que on fait pas juste interpréter l'histoire, on l'efface. Donc, lui dit, au moment où on efface l'histoire, où on fait disparaître des archives, nous, on va laisser ça pour faire contrepoids. Et cri du cœur de tout le monde en même temps, je parle de ceux qui ont fait le documentaire, Ken Burns est très fidèle à PBS, puis on a dit, c'est pas parce qu'on a coupé les vivres à PBS que PBS va se laisser mourir. Et ça fait partie donc d'un mouvement pour dire, ce réseau-là, qui était souvent la seule source d'information pour des millions d'Américains, on va parvenir à le sauver. Ou en tout cas, on tient la barre, hein, on maintient le cap. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça, et c'est un sujet, si on a le temps dans l'actualité, hein, qui foisonne, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien revenir avec toi quand on aura pris la peine de l'écouter puis de l'analyser un petit peu. Et c'est vrai, écoute, on ne compte plus les séries puis les films sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a très peu de choses sur la guerre d'indépendance aux États-Unis. Il y a eu le film Revolution, je crois, avec Al Pacino. Avec Al Pacino. Et il y a eu Le Patriote avec Mel Gibson, mais qui était très guimauve et qui était plus un film d'action qu'un bon film à caractère historique. Donc, écoute, c'est les deux noms que j'avais en tête, bravo. Al Pacino dans Revolution, c'était peut-être le meilleur des deux pour le soldat sur le terrain, là, pour le déroulement des batailles, pour la guerre, pour l'implication. On a de l'autre côté le grand film d'action qui était celui avec Mel Gibson.
mais on n'a rien qui fait les deux ensemble. Quelque chose qui vient nous chercher, mais qui est plus proche de la réalité puis de la façon dont ça s'est déroulé. Parce que c'est complexe, l'indépendance américaine, et il y en a pour tout le monde, en termes d'idéaux puis de vision pour le pays. Là, pourquoi on fait ça? Il va y en avoir pour tout le monde si on raconte bien ça. Très hâte de voir ça. Pas évident de faire des films historiques. Hey, j'ai regardé j'ai regardé Napoléon de Ridley Scott que j'avais pas vu. Ouh là là, que c'est mauvais. C'est pas très, très bon. C'est un peu... Écoute, on se rejoint communion d'esprit autour de Napoléon. J'ai trouvé ça très mauvais aussi. Oui, c'est plus sur son histoire d'amour avec Joséphine plutôt que sur l'épopée historique. Merci, Luc. Bon week-end. Bon week-end à toi.